Bon, c'est reparti. On va en fait enchaîner le chapitre suivant, un nouveau champ Nous d'intérêt. avons vu surgir d'abord une nouvelle branche, un nouveau champ d'intérêt très important qui se réunit partout et qu'on appelle la topologie. Qu'est-ce que diable c'est que cette topologie? Ben là, vous avez un exemple. Bon, c'est des situations extrêmement naturelles et simples qui sont prises en compte de manière abstraite. Vous êtes dans le plan, vous pouvez prenez des morceaux d'ensemble. Bon, vous pouvez avoir ceci. Et vous ne pouvez un ensemble composé de ces deux morceaux. Vous ne pouvez pas passer par un chemin continu de l'un dans l'autre. Là, il faut sortir. Et on dira que cet ensemble n'est pas connexe. Tandis que celui-là, lequel est certainement connexe, il y a un chemin dans l'ensemble qui réunit tous les éléments, tous les points. Bien. Bien, ça, si vous tracez ces dessins sur une feuille de caoutchouc dans le plan, si vous tirez dans tous les sens, ça restera. Autrement dit, quand je déforme continuellement mon plan, ce qui était connexe reste connexe, ce qui n'était pas connexe n'est pas connexe. Autre exemple, vous pouvez avoir une situation où vous avez un truc avec un trou. Ici, c'est pas l'ensemble. L'ensemble, c'est ça. Bien, alors, quand vous faites la même chose, ce trou, il restera. Il se déformera, mais il restera. Et on le caractérisera en disant que si j'ai deux sortes de chemins, j'ai des chemins fermés, comme ceci, qui peuvent se ramener par déformation en un point, qui peuvent être réduits à rien, à ce point-là. Et puis j'ai des chemins qui font le tour du trou, et qui, eux, ne peuvent pas être ramenés à un point. Donc, disons, vous avez une situation profondément différente. Ici. Et cette situation, par déformation continue, elle ne changera jamais. Donc, la topologie, c'est la partie des mathématiques, en fait, au même niveau que l'algèbre, et symétrique d'algèbre, qui s'intéresse à ceci. Et quelle est sa vertu? Eh bien, nous sommes amenés, pour des raisons parfaitement objectives, à raisonner sur des espaces qui ne sont pas de dimension 3, qui sont de dimension n, dimension quelconque, et sur lequel, moi, dans un espace de dimension 4, je ne vois pas plus que le commun des mortels. Il n'y a pas de vision. Mais on a acquis des modes de raisonnement qui nous donnent ensuite une certaine intuition sur ces modes de vision. On ne voit pas, mais on a une intuition de ce qui se passe. Et nous avons appris ainsi à pouvoir raisonner sans contradiction et voir des phénomènes dans un espace de dimension quelconque. Bon, ça, c'est la topologie qui nous a permis de le faire. Bon, alors, la topologie est une branche en grand développement très intéressante en elle-même et qui contamine toutes les autres, sauf l'arithmétique des nombres discrets. Toutes les autres se trouvent contaminées. D'autre part, tout ceci, vous m'avez demandé, peut-être pas, à quoi ça sert? Si je le mets. La réponse, je l'ai refait, je reviens. La réponse, c'est à rien. Autrement dit, tout ceci a été fait pour le plaisir de l'esprit, pour l'ambition de comprendre des situations, et absolument pas pour chercher quelque utilité. Ce n'est pas utile. C'est un grand mystère pour le commun des mortels que cette activité mathématique qui s'abstrait volontairement et en quelque sorte définitivement du réel, le rejoigne ensuite aussi de manière aussi spectaculaire et aussi efficace. C'est d'ailleurs pas seulement un mystère pour le commun des mortels, c'est peut-être un des problèmes les plus difficiles et encore les moins résolus, auxquels on apporte différentes réponses, des rapports, des mathématiques et du réel, du concret. Alors voilà, pour ce chapitre-là, en fait, c'est la partie la plus subtile en fait, qui est liée au nœud.
En fait, c'est vraiment le rapport qui bloque un mathématicien. C'est pour ça que la topologie, en fait, il dit que il fait une erreur en fait dans le temps, puisque je vous montre moi depuis le début, et même lui il le dit, hein, c'est juste qu'il a encore des notions, c'est une problématique pour un mathématicien qui a pris des divergences sur des vieilles écoles en fait. Donc plus on en voit et plus on peut se permettre justement, puisque le fait de parcourir la singularité des uns et des autres par rapport au rapport qu'on voit en fait sur le dur de leurs écoles d'hiver qui croisent. Donc à partir de là, on a le potentiel justement de démontrer les choses. Donc à partir de là, je pense que dans une divergence, il y a toujours cette problématique de langage entre eux, en plus du reste. Hein. Bon, moi je parle vraiment du sens la plus civile et la plus civique, on va dire, dans le partage direct des choses, des poids, etc. Donc, là, à partir de là, pour moi, il suffit de distinguer simplement ce côté usuel, qui est abstrait, justement, pour pouvoir mettre en forme dans notre intuition, puisque ça commence de là, hein, qui donne des déclics, au fur et à mesure, en fait, sur justement une forme, qui prend, en fait, à chaque fois des volumes énormes dans les déclics. Donc cet aspect-là, en fait, nous permet justement d'amener à quelque chose qui n'est pas si abstraite que ça, puisque justement c'est tout le raisonnement de la thématique qui est présenté ensuite et qui permet de dire, en fait, ah non, là, regardez, vous voyez, et puis entre les écoles, ça évolue. Donc la topologie, en vrai, elle a toujours existé, puisque quoi qu'il arrive, c'est une somme de choses. Un axiome, c'est déjà une continuité. C'est déjà un bout d'élément dans ces lignes qui sont justement exponentielles et qui sont indéterminées en fait au bout du compte, dans le sens où il faut avoir la mesure de cet ensemble. Homogénéisé, hein, sinon ça ne marche pas. La topologie, c'est ça. C'est pour ça qu'il parlait de il faut résoudre, que c'est l'un des plus gros problèmes des maths aujourd'hui, et à résoudre pour justement pouvoir combler et passer du rêve en fait au réel, hein, tout simplement. Donc c'est de la mesure. C'est comme on dit, c'est des choses qui sont mesurables. Donc c'est tout à fait faisable. Hein. En revenir un peu sur ce chapitre-là, sur des éléments, sur ce qu'il a dit, bon, je le ferai sûrement par texte, mais là on a déjà vu l'essentiel. Rapport du réel. Comment interpréter la nature avec des idées d'être mathématiques. Là, c'est le chapitre. Nous sommes passés assez consciemment à une idée de modèle. Et tous les rapports, je veux dire, entre les mathématiques et le réel sont basés sur une notion de modèle mathématique. Alors, brièvement, qu'est-ce que c'est qu'un modèle mathématique? Il consiste en fait à coder, exactement comme on code, les points et les domaines d'intérêt d'un champ de phénomènes, uniquement ce qui vous intéresse. Des ensembles. Et ce codage, bien entendu, donne un modèle qui est partiel, incomplet. Il ne vise pas du tout à assumer toute la réalité. Ce modèle doit être un modèle fini, complet. C'est pas du tout vrai au sens usuel. Il doit être d'une part mathématiquement c'est vrai au sens propre du terme, c'est synthétisé. Il doit être efficace, en ce sens que ce modèle est destiné. C'est ça, entre l'initial, le rapport, après à chaque fois. À regarder s'il nous apprend quelque chose de nouveau sur le réel même, les champs de phénomènes qui nous intéressent. Et c'est tout le temps ce rapport, que ce soit les grandes théories physiques, classiques, contemporaines, etc., qui visent à être des modèles. Il faut faire bien attention à une chose, c'est que le modèle, ne pas confondre le modèle et la réalité. Ne pas confondre la géométrie des droites euclidiennes. Une droite euclidienne, ce n'est pas un rayon lumineux effectivement réalisé.
Il y a toujours cette distinction, et c'est en ce sens que les mathématiques, quoique abstraites, jouent pour essayer de comprendre le réel. Voilà, là c'est l'autre chapitre, c'est j'insisterai l'obstacle. tout de suite Bon, sur un c'est point. bon. Notre science, ce n'est pas un ensemble de résultats. Il y a un danger à travers toute l'opinion, telle qu'elle est traduite, à une magification des résultats. Si notre science était un ensemble de résultats, elle serait une magie. Or, elle n'est pas une magie. Il ne faut pas idolâtrer les résultats. L'important, c'est les méthodes. Les méthodes par lesquelles on obtient des résultats. Et j'y reviendrai peut-être plusieurs fois. Ces résultats ne sont presque que les garants qui nous permettent à chaque instant de tout remettre en question, de faire des tables rases, sans en fait rien perdre. C'est en fait ça la démarche. Bien, mais quel était l'obstacle qui fait que ça a mis 2000 ans à se constituer? Eh bien, l'obstacle, c'est essentiellement l'intelligence du mouvement. Oui. Ça a été le point de départ. Comme j'ai toujours dit, le mouvement depuis petit, c'est le mouvement, c'est un mouvement. Les Grecs, après, va le déterminer comme ça. Où il y a mouvement. L'état naturel d'un corps. Le froid, qu'est-ce qui est froid, qu'est-ce qui est chaud. Le repos par rapport à quoi, on ne se demande pas. Ça dépend des matières. Il y a donc, aux yeux de la science. repos. Et s'il y a une cause qui s'exerce, mouvement. Et c'est ça la conception grecque, qui ne va aller nulle part et qu'on va avoir beaucoup de mal à dépasser. Bon, cette conception du repos leur permet de faire une statique assez correcte, une statique des machines simples, de savoir quand est-ce qu'un levier est en équilibre. Mais seulement en équilibre, pas son mouvement. Il y a des choses assez drôles. Par exemple, à l'époque... Alors, je vais revenir sur une chose. Donc moi là, je suis statique, mais ça bouge. Ce qu'il ne faut pas obliger de comprendre dans ce qu'il vient de dire, il ne faut pas oublier une notion que nous, dans notre corps, en fait, à l'échelle atomique, à l'échelle de la science des éléments qui nous composent, des fois vos mains sont plus froides que votre corps, etc., ou quoi qui arrive, il y a toujours ce phénomène d'axiome, tout le temps. Tout bouge tout le temps. Et tout ce qui se décompose reste et continue à évoluer en fait avec cet ensemble. Hein. Il n'y a rien qui se perd. Hein. Au contraire, ça fait que le magma, tout ce qui est au niveau du feu en fait, hein, le fer, toutes ces choses-là, ça ne fait que de gonfler en fait. Hein. Ça n'arrête pas puisque justement ça s'est traité, c'est travaillé depuis le noyau en fait des soleils ou de la Terre. C'est la même chose, c'est pas la même proportion, mais c'est la même chose. Il y en a, sont là pour perdurer. Hein. Aristote se demande comment l'arc est capable de lancer la flèche. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, l'arc et la flèche, je vais toucher 2 mots là-dessus. Aristote, il a oublié une chose. Aristote, de toute façon, il oublie plein de choses. Aristote, c'est un truc de dingue. Ce gars-là, pour moi, avec sa tortue, son lièvre, franchement, ils partent dans des trucs. Moi, je veux bien qu'on mesure, qu'on s'amuse, mais à un moment donné, arrêtez les paradoxes. Mettez pas déjà 2 univers avec des dimensions de temps qui s'étirent pas de la même manière. Donc tout ça, il faut l'exposer. Ça n'a rien à voir avec une mesure métrique, hein, des centimètres, de passer de 9 à 10 ou de passer de n'importe quel nombre d'entier à un autre nombre. Donc il faut arrêter tous ces délires-là. Parce que ça devient des paradoxes, tout simplement. Et en plus de ça, c'est mesurable, c'est vérifiable. Donc c'est fatigant des fois. Même quand tu es avec des gens comme ça, tu leur montres les choses, mais tu n'écoutes même pas, ils suivent même pas, ils te cassent sur des trucs. Ils partent dans des paradoxes. Tu te dis, mais mon vieux, essaie de suivre, parce que moi je te rends, tu vois, on parle, je suis d'accord avec toi sur là-dessus, mais là, regarde, je suis d'accord avec toi, mais là, c'est du paradoxe. Pourtant, voilà, je m'amuse avec toi, tu as vu, je t'en montre même d'autres dans ta forme, etc. Mais rentre dans ce côté-là et essaie de suivre jusqu'au bout, tu vas voir que ça explique tout. Et c'est indéniable en plus parce que c'est une mesure. Alors, la théorie d'Aristote est la suivante, et vraiment très... Ah oui, donc l'arc, pour revenir à l'arc, ben, l'arc c'est simple. L'arc, c'est
la tension du bois, hein, parce que sinon, si tu tires et que ça se casse, de toute façon, ta corde, tu ne vas pas envoyer ta flèche nulle part. Hein. Donc, il y a toujours c'est un ensemble de choses. Et l'essentiel, c'est celui qui tire après dans cette résistance, pardon, par rapport à la tension qu'il génère, donc cette énergie, hein, par rapport à son bras et puis son écartement et vis-à-vis de là où il cible, enfin quoi qu'il arrive, après c'est de là où vient l'énergie de la flèche. Après bien sûr que tout est vibratoire, mais pas que du vent, de la flèche, enfin, c'est de la poésie, c'est bien, mais il faut arriver à dire l'ensemble des choses, hein, puisque c'est cet ensemble des choses qui amène à tout ça aussi. Hein. Si c'est ainsi, c'est que tout a été fait pour que ce soit ainsi, et voir de quoi on parle, le contexte, etc. Donc c'est bien un ensemble de choses pour l'arc. C'est joli. La corde de l'arc vibre et met l'air en vibration, et c'est la vibration de l'air qui soutient la flèche et qui la fait se propager. Parce que il n'y a pas ce que nous appelons, qui va être le premier obstacle à surmonter, le principe de l'inertie. C'est totalement absent. Autrement dit, il faut une cause pour avoir une vitesse. Or, nous savons, nous avons appris laborieusement, c'est la mécanique classique, que la cause ne s'exerce qu'au niveau de l'accélération. Alors, le principe de l'inertie, curieusement, il est très ancien, mais quand même, est dû uniquement à des cogitations philosophico-théoriques. Et il y a un nom qui fait un peu sourire les gens, qui fut celle d'un grand professeur à la Sorbonne au XIIIe siècle, qui s'appelait M. Buridan. C'est l'auteur du fameux âne, mais il n'a jamais été jeté dans un sac en Seine. Bon. Eh bien, Buridan est un homme qui, dans le trait, on trouve le premier, l'énoncé de quelque chose qui ressemble au principe de l'inertie, c'est-à-dire la prise en compte du mouvement rectiligne uniforme. C'est que ce qu'il y a de naturel, sans cause, c'est de conserver la vitesse. C'est le mouvement rectiligne uniforme. Et puis, on commence à se poser le problème par rapport à quoi? Et tout ceci va aboutir à des choses encore assez baseuses du point de vue mécanique par Descartes, parce que les instruments n'existent pas, et va être accompli par l'instrument d'intelligence du mouvement qui est indépendamment, qui est le calcul différentiel, qui est indépendamment dû à Newton et Leibniz dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et à ce moment-là, il y a parfaitement intelligence du mouvement. Et le grand obstacle, ce que Bachelard a appelé le grand obstacle épistémologique de l'intelligence des mouvements, est rompu et surmonté. Et donc, voilà ce qui se passe. Ah oui, science, c'est au conjugué. Science, connaissance. Bon, à partir du moment où on a réussi à comprendre ce qu'est le mouvement et à comprendre qu'on va avoir la fameuse équation de Newton qui est en termes de masse, de l'accélération, qu'on a l'habitude de désigner par gamma, et de la force. Bon, on voit dans cette équation que la force joue le rôle de cause aux accélérations, de cause aux déviations par rapport au mouvement rectiligne uniforme. À partir du moment où il y a accélération, il n'y a plus de mouvement rectiligne uniforme. Oui, bon, ça on a compris avec les décélérations, les objets. Mais c'est très important justement. Là, ce qu'il vient de montrer vis-à-vis de la force en fait, avec un mouvement, amène un poids qui va exercer en fait une contre, comme un mur en fait, hein, quelque part. C'est-à-dire que là où il avance, au fur et à mesure qu'il accélère, bah, en fait, ce qu'il y a autour de lui va devenir quelque chose de dense pour lui. Je parle de ça dans le sens brut de la chose. C'est pour ça qu'une météorite, une pierre, en fait, quand elle va à une certaine vitesse, vous la voyez dans le ciel lumineuse, puisque c'est le frottement, en fait, justement, avec l'espace autour d'elle.
Donc justement, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont générés par rapport à elle, puisque c'est par rapport à sa force aussi, vous comprenez? Sans sa force, il n'y aurait pas ces éléments-là aussi. Donc c'est pour ça que cette force qui devient autour de l'objet, si on arrive à la mesurer et à la contrôler, on peut la générer par un moteur simplement et créer en fait un environnement ovoïde, même au niveau de l'atomique, en fait, qui protège le noyau, qui laisse le noyau tel quel au niveau de la densité, comme pour n'importe quelle ergonomie pour les voitures, les TGV, tous ces trucs-là. Donc moins ça tremble à une certaine vitesse, et plus l'ergonomie de l'ensemble a été pensée parfaitement, on va dire, par rapport déjà à cette échelle. Donc, pour pousser ce raisonnement-là dans l'espace et la vitesse, qui font trembler les portes, par exemple, à un moment donné dans les voitures, etc., ou même des déplacements. Après, ça dépend des vents, ça dépend justement, vous voyez. Donc, c'est la force qui va exercer même les déviations, puisque la force, à un moment donné, de l'objet par rapport à son mouvement, devient un mouvement, en fait. Mais un mouvement par rapport à quoi? Par rapport à un environnement qui déjà, lui, a un mouvement, mais beaucoup plus faible au bout du compte. Donc, c'est cette faiblesse qui devient un mur, quelque part, vous comprenez? Mais si on génère, en fait, autour quelque chose qui tombe dans le vide à chaque fois, donc c'est sphérique, qui tourne à chaque fois dans le vide, en fait, autour, bah, ça protège, ça crée justement cette barrière entre l'objet et, comment dire, et l'environnement, et les autres mouvements de chaque particule ou de chaque élément ou chaque objet. Vous comprenez? Donc à partir de là, ça permet après de passer à déjà un autre raisonnement, ainsi de suite. Donc bon, là on y reviendra, mais c'était pour mettre une parenthèse sur le phénomène de force. Descartes fait un programme superbe, suspendu à Dieu et parfaitement paradoxal. En ce sens, il dit qu'il faut faire la vraie science est a priori, et que l'expérience est une humiliation. En ce sens, il n'est pas encore dans le contexte de ce qu'est notre science vraiment. Mais, c'est-à-dire à la limite indépendante du réel. Indépendante du réel, elle s'impose au réel. Et elle s'impose au réel sous la houlette de Dieu. La possibilité pour Descartes de cette science a priori, qui comprend les premiers principes de la mécanique pour son temps, est exactement suspendue à un Dieu vérace qui alimente notre raison. Bon, ceci n'est plus. Mais nous sommes encore, dans la mesure où nous sommes physiciens, mathématiciens ou théoriciens, ce n'est plus suspendu à la raison, mais nous voulons encore bâtir tout ce que nous pouvons de science a priori le plus grande, c'est-à-dire avoir des modèles mathématiques essayant d'expliquer des champs de plus en plus larges. Nous savons bien qu'il n'y a pas le maître mot de l'univers, il n'y a pas une équation qui soit le maître mot de l'univers, mais même si elle n'existe pas, je dirais que beaucoup de physiciens la cherchent. Est-ce que vous diriez, comme certains physiciens le font, comme Weinberg par exemple aux États-Unis, que l'homme finira par comprendre l'essentiel du monde qui l'entoure? Je pense qu'il finira par comprendre, mais la fin est asymptotique, c'est-à-dire ça peut se passer très loin dans l'infini, enfin très loin dans le temps. Et que signifie comprendre? Au fond, c'est pour vous, c'est une adéquation entre les mathématiques et la essentiellement, comprendre d'une certaine façon, c'est prévoir et contrôler l'ensemble des événements. Ce n'est pas expliquer en un sens de l'être, en un sens ontologique. Comprendre, et notre ambition est toujours de comprendre, c'est d'être sûr de cette intelligence suffisamment pour que nous puissions complètement prévoir et contrôler la suite des événements. C'est décrire et prévoir, ça n'est pas expliciter les causes. Ça n'est absolument pas expliquer ou expliciter au sens usuel du terme. Bah, vous voyez, maintenant ça va changer, puisque justement, là, moi je peux vous dire, comme je vous ai montré tout à l'heure, que en fait cette ligne-là, c'est la plus simple
on peut pas, il n'y a pas, je veux dire, c'est indubitable. En fait, cette ligne-là, comme je vous ai dit, elle se colle à la ligne de l'arbre niveau. Donc la ligne de l'arbre niveau, je vous l'ai montré, c'est celle que je montre depuis le début, depuis 2 ans, c'est celle que je me base depuis petit. C'est ce fameux phénomène que je vous ai dit. Donc ici, quand on arrive au premier chiffre des 2 chiffres, comme par hasard, c'est 10. Donc 10, je vous ai dit que c'était quoi? C'était 9,9.9 plus 9,9.9%. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le poids de l'ensemble simplifié sur la calculatrice. Mais elle peut vous le mettre dans la conversion qui est égale à, on peut dire, même si vous voulez, on peut même dire 9, mais ça revient au même, hein, c'est strictement la même chose. Après, il suffit de coller la virgule, hein, plus 0,9.9. Comme ça, vous avez le principe de 0. Et ça, je peux vous dire que voilà, ça peut être cette fameuse ligne. Mais moi, c'est plus une ligne, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Justement, moi, à l'intérieur, c'est toute sa densité. Donc c'est pour ça, c'est le problème de points carrés après qui sont dedans. Donc je vous ai fait tout ça, moi le W, je vous l'installe. Vous voyez, c'est les angles après des carrés, etc. Enfin bref, vous allez comprendre au fur et à mesure. Parce que A, c'est 0, mais par rapport à plusieurs points de vue. Puisqu'on peut à chaque fois décortiquer. Donc on revient à ce fameux A de départ, où on en crée un, puisque si quelqu'un part de là et recommence, lui, à faire ses mesures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est de la conversion entre ces 2 rapports après. Donc voilà, ce 0,9.9, et ici vous avez encore un 9, vous en mettez 3, encore 3, puisqu'il y en a 8 en tout, et 2, alors 3, et 2 à la fin. Voilà, là vous avez au litre, enfin, avec ça on peut mettre maintenant une tonne de chiffres, même à l'intérieur ici, en gardant juste celle-ci, on ne la touche pas. Et c'est à l'intérieur ici qu'on pousse le nombre de chiffres parce que c'est le quota de tout cela. Vous comprenez? Donc ici, cela, ces 3-là, ces 3-là et ces 2-là en découlent. C'est toujours par rapport à 2, vous avez vu? Donc le 9, virgule, ici, 9,9.9, etc., ben c'est ça, c'est cette somme-là. Vous comprenez? Et à l'intérieur, tous les chiffres vont, même ici, hein, juste à 10 milliardièmes, justement, là, c'est l'ordre naturel, sans les conversions, comme je vous ai dit. Donc à partir de là, vous pouvez avoir toutes les mesures. Vous comprenez? Et vous allez voir que moi, dans tout ce que j'expose, bah, c'est ça. Et c'est ce qui me permet de mettre à défaut pi, phi, et puis d'autres, toutes les problématiques d'ailleurs. Moi, la preuve par 9, j'ai commencé par ça. Je vous ai montré comment on fait pour la rendre illimitée, comment moi je ne me trompe pas même quand c'est les mêmes résultats. Par exemple, si on a des 3 ou x, et en fait, bah, moi je vous montre que c'est la densité. Quand vous me ramenez un résultat, moi, il y a l'ensemble des choses, hein. Donc moi, tout ça, c'est mesurable, hein. Donc je le montre, je le détermine et je le démontre. Et après, je suis passé directement, justement, au nombre premier, et puis tous les trucs qu'ils ont mis. Et moi, je l'ai associé, puisque ça aussi, au départ, pour moi, comme je ne connaissais pas, il fallait que je me piège, et après que je remonte ce qu'il y avait sur Internet. Et d'ailleurs, ils ont bien suivi, au fur et à mesure, certaines choses. Mais bon, on y reviendra. Donc voilà, là, on finit, il ne reste pas beaucoup. Là, ça fera 28 minutes pour... enfin, là... Et il reste 3 minutes. De recherche des causes profondes, des causes finales. Bon, alors la notion... Même les notions de causalité et de finalité sont devenues des notions ascientifiques ou pré-scientifiques. En un certain sens, ces grands problèmes posés par la philosophie se sont révélés relativement naïfs par rapport au mode de pensée que la science a imposé à l'homme actuellement. La finalité a été rejetée. La causalité, à mon avis, est équivalente et devrait aussi bien être rejetée. Ce que nous voulons faire, c'est construire un réseau de relations entre les choses. Et qui dit réseau de relations, dit exactement mathématification. Nous pouvons dire peut-être que les mathématiques présentent cet extraordinaire paradoxe que d'une part, elles ne disent rien.
me disait Hilbert, elles sont vides de sens. Mais d'autre part, elles sont la seule manière dont nous pouvons représenter, contrôler, décrire, finalement, comprendre ce qu'est notre monde physique. Il est actuellement impossible de comprendre, jeter un œil sur notre univers sans utiliser Einstein ou les futurs développements qui engloberont Einstein, car toute théorie physique est toujours englobement d'une théorie précédente, comme on l'a vu d'ailleurs pour la relativité et la mécanique classique. Donc à la fois les mathématiques sont une démarche tout à fait gratuite, on l'a vu, mais en même temps rien n'est gratuit en mathématiques. Non, elles sont parfaitement gratuites, elles ne sont pas du domaine de l'utilité, de l'ordre de l'utilité, comme on dirait Descartes, mais il se trouve qu'elles ne sont pas utiles, elles sont indispensables. Donc voilà, voilà le mot de la fin, elles sont indispensables. Et je vais revenir sur juste cette dernière partie, puisque là, justement, c'est là où on finit en fait ce paradoxe. Moi, j'ai toujours été anti-paradoxe, comme je vous ai dit. Là, ce que je vous ai montré, en fait, si vous arrivez à comprendre en fait l'essentiel, c'est que moi, je percute, je permute ici à 10 et à 9. Donc, dans les nombres à deux chiffres, c'est 99, vous voyez, et ainsi de suite. Vous en rajoutez un 9 à chaque fois. Donc après, vous avez juste à rajouter ce 0, celui-ci, ce 0, là, ici, dans toutes les lignes, vous rajoutez celui-ci, pour avoir les plafonds. Et vous êtes obligé d'avoir cette preuve par 9. Vous êtes obligé de passer par ce phénomène-là dans tous les additionnels et toute la symétrie et tout le reste des ensembles, que ce soit le plomb qui est collé à l'origine de là où vous l'avez synthétisé, et puis au reste de l'air, puisque même un plomb, si ça doit mettre des milliards d'années, si on le pose dans une zone, on va dire, il va se décomposer quoi qu'il arrive. Donc c'est toujours la même chose en fait, c'est toujours le même principe. Donc la relativité, elle est dans ce qui se passe dans l'infiniment petit, tout ce travail qu'il y a à l'intérieur de ces axiomes-là, donc des propriétés propres à l'hydrogène en fait, au bout du compte, et à tout ce qu'il est attaché, puisque c'est lui qui éthérise tous ces phénomènes, donc qui synthétise en vrai par rapport à son environnement et ce mouvement exponentiel qu'il faut comprendre ce qui se passe dans un noyau déjà d'un soleil ou de notre planète, tout simplement. Donc, comprendre l'amont par l'aval en allant dans des divergences en plus qui ne sont pas finies, bah, automatiquement vous amène à ce qu'il dit à la fin, et qui est totalement ironique, puisque, vous voyez, ils sont paradoxalement en train de dire que maintenant l'usuel, en fait, va devenir totalement auto-induit. C'est-à-dire que on le verra directement à un moment donné, vous verrez, comme pour les croix et les ronds, comme j'ai dit, à un moment donné, bah, voilà, ça sera l'erreur humaine, de temps en temps, faites pas attention ou quoi que ce soit, mais à chaque fois, vous serez égalité, quoi. Ben, c'est la même chose pour tout. Maintenant, moi, les échecs et tout, je vous fais des équations dessus, quoi. Donc, après, même les cases, je peux en mettre indéfiniment et vous montrer tous les rapports qu'il y a, etc. C'est toujours pareil. Je peux ne pas m'arrêter là-dessus depuis quelques temps, puisque j'ai tous les outils, je vous les ai mis sur Internet, mais il faut arriver à suivre les raisonnements et les contextes. Et c'est ça le problème qu'il y a dans une singularité de divergence. Donc le langage, souvent, il est lié, mais il faut prendre son temps. Et en fait, maintenant que c'est fini, ça mène justement à ce rapport. Moi, maintenant, dans 10, 110, ici, dans cette ligne de 1, 2, 3, 4, et vous mettez ce que vous voulez à la fin, vous avez juste à rajouter le même nombre, hein, et le 0. Et ce même nombre-là, vous enlevez le 0, en fait, et vous pouvez même le multiplier avec ces rapports de base-là, ou tous les autres, pour voir déjà dans l'intérieur. Et à un moment donné, quand vous allez arriver à la première intervalle de B, donc quand vous allez dépasser 4, donc, ou 46 ici, donc la moitié, puisqu'en fait 6, à chaque fois 68, celui-là c'est le poids et le manquant d'ici pour le reste, vous voyez. Donc c'est toujours ces principes-là. Donc vous étendez cette ligne en fait qui est ininterrompue. Donc voilà. Après c'est pas
c'est pas, on va dire, c'est ligne ininterrompue, puisqu'au bout du compte, c'est un contexte aussi, c'est cube, quadrilatique, mais la 3D, c'est notre perspective, mais en fait, c'est une profondeur, hein, c'est juste parce que c'est nos yeux qui sont comme ça, comme je vous ai dit, 180 sur 180. Il y a des arcs et c'est plein après, vous voyez. Donc bon, ce qu'on voit nous par rapport au point, je vous ai mis ça dernièrement, d'ailleurs j'ai mis mon nom genre opticien parce que je conçois tout ça maintenant, vous comprenez, j'arrive à voir, il me faut juste les machines et puis ils vont dire ah tiens il est super doué ou quoi que ce soit, mais bon basta. Moi c'est une machine moi depuis, enfin c'est vraiment au niveau de l'informatique que je veux rentrer moi en fait, hein. Parce que ça va ouvrir énormément de portes et ça a beaucoup de personnes en plus. Bon, après, je parle même pas des corps de métier comme la médecine, etc., la chimie. Ils vont vraiment voir que c'est bon, chaque travaux pourra être fini. Et je ne suis pas un extraterrestre à dire ça comme ça, puisque c'est une mesure. Donc là, en fait, vous allez voir que c'est contradictoire maintenant à la fin de ce qui est initialement appliqué. Puisque maintenant, moi, j'ai pas ces notions, ce qu'il dit lui, en fait, hein. Voilà. Donc on va revenir même un peu dessus, comme ça on va en parler un peu, parce que j'aime bien cette partie-là. C'est de conserver le grand obstacle épistémologique de l'intelligence des mouvements et rompu et surmonté. Et donc, voilà ce qui se passe. Donc un programme super. Possibilité pour Descartes de cette science a priori, qui comprend les premiers principes de la mécanique pour son temps, est exactement suspendu à un lieu vérace qui alimente notre raison. Bon, l'unicité, quoi. Mais bah, nous la sommes science. encore, dans la mesure où nous sommes physiciens, mathématiciens ou théoriciens, ce n'est plus suspendu à la raison, mais nous voulons encore bâtir tout ce que nous pouvons de science a priori le plus grande, c'est-à-dire avoir des modèles mathématiques essayant d'expliquer les champs de plus en plus larges. Nous savons bien qu'il n'y a pas le maître mot de l'univers, il n'y a pas une équation qui soit le maître mot de l'univers, mais même si elle n'existe pas, je dirais que beaucoup de physiciens la cherchent. Bah, je vous l'ai mis sous plusieurs formes. Est-ce que vous diriez, comme certains physiciens le font, comme qui l'explique en plus, par exemple aux États-Unis, que l'homme finira par comprendre l'essentiel du monde qui l'entoure? C'est ça. C'est ici. Je pense qu'il finira par comprendre, mais la fin est asymptotique, c'est-à-dire ça peut se... Asymptotique, hein. Vous voyez, on revient toujours à l'asymptotique. Asymptotique, c'est toujours pour avoir la mesure, le poids des choses. Passer très loin dans l'infini, enfin très loin dans le temps. Donc voilà, vous voyez, pour aller très loin dans le temps. Donc maintenant, moi, je viens de vous le dire là. Donc la mesure, déjà, en partant d'une unité, ça nous amène à mettre que des 9, 3 petits points. Donc ça, c'est déjà ce symbole que vous avez habituellement, que vous voyez. Hein, ce symbole-là, ben c'est ça, chiffré cette fois, puisque c'est le poids de toute cette infinité. Vous voyez, c'est 9. C'est 9, 3 petits points, 9 plus, justement, 110 milliardième ici, plus 0,9.9 plus 9,9.9%. Vous voyez, j'ai justement tous ces chiffres-là. Et ça s'arrête à cette unité-là qui descend jusqu'à 0, on va dire, de 9 à 0, comme d'habitude. C'est la dernière étape. Donc de 1 à 0, c'est comme 9 ici, 1, sauf que là, on est encore dans les pourcentages, mais à moins. Là, pourquoi on dit moins? Parce que comme je vous ai dit, il y a une jonction entre justement tout le phénomène du recyclage, mais sauf que dans l'hydrogène, lui, il est attaché à la matrice. C'est l'hydrogène qui est attaché à la matrice et d'autres éléments. Parce que l'hydrogène, son poids ici, c'est que des 3. Et même si on le diminue à chaque fois dans la puissance de 10, on va dire, ici, on va tomber justement par 3. Et même là, hein, ici, ça sera 3 parce que c'est dans sa mesure. Toutes les autres mesures, ils sont encore 9 fois à l'intérieur. Mais ça y est, ce fil-là, c'est la jonction. C'est-à-dire que le traitement, il se passe des éléments, il se passe à 1 déjà. Vous comprenez? Ici, on arrive déjà dans la base de la jonction. Parce qu'en fait, c'est le début des pourcentages, justement. Vous comprenez, d'un élément même fantomatique pour notre échelle encore aujourd'hui, initialement.
dans les termes vulgarisés ou pris pour, en attendant. Mais c'est ça. C'est ça qui est attaché à les champs que vous voyez, tout ce qui bouge, ben c'est ces éléments-là qui sont en train de tricoter, en fait, qui sont en train de prendre de cette matière, hein, de l'atome azaz, qui est collé, en fait, là c'est son infime petit, mais depuis le début, qui est collé à justement, ça c'est collé à un autre 9, hein, moi c'est mesurable, je vous l'ai montré là, dans les noyaux. Donc celui-là, il fait partie du 4e noyau, en fait. Et ce 4e noyau ici, on arrive à cette proportion-là. Donc, il y a un 9, 3 petits points 9, qui est isolé à 360 degrés, qui est au centre, hein, qui est la source même de toute forme de son ensemble. C'est-à-dire qu'autour d'elle, en fait, il y a 3 petits points, ce 9-là, dont nous, à l'intérieur, ça c'est l'âge. Donc nous, on arrive ici. Donc il y a encore un 3 petits points avec un 9. Vous comprenez? Et là, ça, on rajoute après ce plus-là avec ce 10 milliardième. Là, vous avez la somme totale de ces deux tiers, en fait, que lui forme ici, sur ces ici un tiers qui comble tout l'espace et tout ce que vous voulez. Ça comble tout, mais ici, c'est juste un tiers. Et nous, on est dans ces un tiers-là, quelque part ici, à un âge, en plus de notre putrescible à l'imputrescibilité. Donc depuis ici, le début, on va dire, de A, du noyau, le premier hydrogène, on va dire, qui est venu, en fait, vous comprenez, qui a pris une forme, c'est ça, c'est le 1, etc., à cette échelle-là, et qui a pris en fait tout le reste, hein. Donc c'était véloce, ovoïde, comme une forme d'escargot, sauf que c'est plus complexe, il faut suivre justement toute la forme en fait des atomiques, justement, et de leur alchimie pour comprendre après ce contexte. Mais on peut décomposer aujourd'hui une chose pour ceux qui maîtrisent et qui sont dans certains métiers, hein, même dans la coiffure, hein, au niveau de l'alchimie, même pour des CAP, hein, on en touche des mots. Hein. Donc même après, au BP, c'est pareil, donc brevet de maîtrise, bah là, ils approfondissent carrément tout ce qui se passe sous les ponts, etc. Les écailles connaissent, les diffusions, là, ils sont dans l'alchimie carrément. Hein. Donc tout ce qui se passe pour la durée, même avec de l'eau dans un brushing, quand c'est bien propre, que les shampoings sont bien à la nature, par exemple du cheveu, leur potentiel, s'ils sont gras, gros, enfin ça dépend aujourd'hui, il faut bien l'observer. Moi je savais même le temps, le shampoing, etc. Enfin bref, ça c'est de l'expérience. Mais bon, voilà, là c'était pour résumer et montrer un peu ce côté d'infinité et le rapport, moi, à chaque fois, en fait, entre ce modèle-là et l'arbre niveau qui est là et qui donne cet ensemble et qui se mesure, en fait. Il n'y a rien qui va se refaire ou de doublure ou quoi que ce soit. Tout est attaché parfaitement. Et on le mesure, on le calcule dans les bornes, des lignes, etc., des asymétries. Donc toute la topologie en fait des nombres naturels et après on peut synthétiser comme on veut et on comprend mieux ce qui se passe là actuellement dans les bordures. Bon bah à bientôt.